Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence virtuelle présentée par les éditions du Septentrion, la Société historique de Montréal et la Société historique de Québec. Je m'appelle Maude Bouchard-Dupont, je suis historienne et membre du CA de la Société historique de Montréal. Nous sommes aujourd'hui le 13 avril, le 16 février dernier, il y a presque 2 mois maintenant, le musée Stuart fermait ses portes définitivement. C'est une institution qui a été active depuis 1955. Il y a plusieurs raisons derrière la fermeture de l'établissement. Nous y reviendrons dans cette entrevue. Mais pour plusieurs Montréalais et Montréalaises comme moi, la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de tristesse parce qu'on est nombreux à conserver d'excellents souvenirs du musée et de son site exceptionnel sur l'île Sainte-Hélène. Sur ce sujet encore d'actualité, notre intention aujourd'hui est de raconter son histoire, de revenir sur qui étaient les Stuart, les fondateurs du musée, quelles étaient leurs convictions, quelle était leur collection et bien sûr quels sont leurs legs aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et pour nous en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui a connu le fondateur du musée Stuart. Il s'agit de Guy Vadeboncoeur. Donc, M. Vadeboncoeur a œuvré au musée Stuart de 1971 à 2013. Donc, il a fait pratiquement tous les emplois au musée Stuart d'interprète militaire de la compagnie de la Franche-Marine à directeur. Il a coordonné quelques 90 expositions temporaires, 3 redéploiements d'expositions permanentes et la mise à niveau du musée en 2009 et 2011. Donc, il connaît très bien, comme vous pouvez vous en douter, la collection Stuart, comme il a travaillé à sa mise en valeur pendant plusieurs années. Donc, bonjour, M. Vadeboncoeur. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Donc, pour débuter ce vaste sujet qui est l'héritage des Stuart ici à Montréal, on va revenir un peu sur qui était David McDonald Stuart et son épouse, bien sûr, Liliane, qui a eu un grand impact sur ce legs-là. Donc, on va commencer par David. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu en quelques lignes qui était David McDonald Stuart? David McDonald Stuart est né à Montréal. Dans une maison qui était située sur la rue Sherbrooke-Ouest, sur ce qui était la terrasse du Prince de Galles. En fin de compte, c'est des terrains qui sont maintenant font partie du campus de l'Université McGill. C'est là que se trouve la bibliothèque maintenant. Donc, il est né à proximité du site archéologique Dawson, qui est, semble-t-il, le site de Hochelaga. Ça l'a influencé, ça aussi, dans son approche. Il a été surtout influencé par sa mère. Oui. Sa mère qui était une dame qui se consacrait beaucoup à des œuvres de bienfaisance. Notamment au moment de la grande crise où elle a travaillé à la distribution du lait dans les familles en besoin. Dans son enfance, il a collectionné plusieurs objets, des petits soldats de plomb. Ça, on a retrouvé sa collection et elle fait maintenant partie de la collection du musée Stuart. Mais cependant, il a toujours été impressionné par le fait que le Canada était un amalgame de 2 grandes civilisations européennes qui a su profiter aussi des apports des peuples des Premières Nations. Et ça, pour lui, c'était important de comprendre l'histoire du Canada à la lumière de cette lunette-là. Et il disait lui-même, malgré qu'il soit un Canadien de langue anglaise, il avait une fascination pour la culture française, disant lui-même que c'était sa culture, son héritage, qu'il se sentait beaucoup plus près de Louis XIV que de Georges IV ou Édouard VI d'Angleterre. Donc, c'est pour vous dire quel type de personnage. Il avait cette grande fascination pour
pour la culture française. Il a toujours espéré pouvoir faire revivre les exploits de ces premiers Canadiens héroïques, entre autres. Ça l'a amené à faire plusieurs projets. Et il y avait une vision globale de l'histoire, dans le sens que pour lui, tout était imbriqué et qu'on ne pouvait pas compartimenter les événements d'un côté, les faits de l'autre. Tout ça devait être embrassé d'une manière plus globale, plus entière. Et c'est une des caractéristiques de sa vision. Oui. Donc, qu'en est-il de son épouse? On parle de sa seconde épouse, Liliane, c'est ça? Oui, Liliane Sprengler Stewart et sa deuxième épouse, elle est née à Port Saïd, en Égypte, d'un père tchèque, d'une mère italienne. Son père était dans l'import-export et Port Saïd était bien entendu le port d'entrée du canal de Suez. Donc, il travaillait à partir de Port Saïd. Donc, elle a connu l'Égypte. Son éducation s'est déroulée au lycée français du Caire. Donc, elle a appris à parler français. Elle parlait italien par sa mère, tchèque par son père. Et après la Deuxième Guerre mondiale, elle a eu un emploi à l'ambassade américaine du Caire, où elle faisait de la traduction. Et donc, elle connaissait l'anglais aussi. Donc, cette expérience de vie autour de plusieurs cultures, influencées par les grandes cultures latines et grecques, ont fait qu'elle s'est forgée elle-même sa propre culture. Elle a immigré aux États-Unis fin des années 40, où elle a épousé comme son premier époux un commerçant qui était dans les affaires du papier à cigarettes. Et c'est par ce biais-là que la rencontre s'est faite avec David Stewart autour d'événements mondains comme ça, jusqu'au moment où, effectivement, l'un et l'autre deviennent libres parce que le premier époux de Mme Stewart est décédé dans un accident d'automobile et David Stewart a divorcé. Donc, éventuellement, elle a pu lier sa vie à David Stewart. Ça va être un couple formidable, d'ailleurs. C'est un couple formidable. Je pense qu'il y a des choses. Moi, je les ai connues de près. Donc, je peux vous dire que oui, effectivement. Puis, ils vont œuvrer ensemble au sein de la Fondation McDonald-Stewart. En fin de compte, la Fondation McDonald-Stewart poursuit l'œuvre philanthropique qui était celle de la compagnie de tabac. Oui, McDonald. Donc, dans plusieurs domaines, à la fois le domaine de l'éducation. On pense à l'Université de Montréal au pavillon de Liliane Stewart, entre autres. McGill, plusieurs pavillons, plusieurs édifices qui portent le nom de McDonald. Dans le domaine de la recherche médicale, que ce soit les hôpitaux du secteur anglophone comme francophone. On pense à l'Hôtel-Dieu, à l'Hôtel-Dieu de Montréal, à l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital Enfant Jésus sont les 3 premiers hôpitaux du Québec qui ont pu profiter, par un don de la Fondation Stewart, des premiers scanners. Donc, c'est quand même assez important. Mais, et bien entendu, dans le domaine de la culture. Et dans le domaine de la culture, comme le musée Stewart existait bien avant la création de la Fondation, à proprement dit, a pu profiter grandement de la générosité, je dirais, de la Fondation McDonald Stewart. Donc, c'est lié au tabac. Oui, donc à Sir William, qui, lui, a
établi sa manufacture de tabac, c'est comme ça qu'on appelait ça au départ, sur la rue Ontario-Est, qui existe toujours, qui est toujours en place et qui appartient à des Japonais. Ah oui? Maintenant, oui. Alors, Sir William est décédé sans descendance. Il avait laissé la compagnie de tabac à son homme de confiance, qui, lui, est décédé avant même que Sir William ne meure. Ce qui fait que ce sont les deux fils. Donc, parmi ces deux fils, le père de David McDonald Stewart ont fini par hériter de cette industrie montréalaise importante. À une certaine époque, McDonald Tobacco, avec sa marque Export A, possédait environ 29% du marché. Oui. C'est quand même important. Et c'est sans compter toutes les autres productions qu'ils pouvaient avoir ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui fait que quand il vend la compagnie de tabac, David Stewart, en 1973, tous les profits qui ont été générés par cette vente ont été versés dans ce qui est devenu la Fondation McDonald Stewart et ce qui a constitué le capital. Et à partir de ça, bien entendu, la Fondation s'est consacrée à protéger ce qui était déjà dans la tradition de la compagnie de tabac. Oui. Et bien sûr, David Stewart a pu se consacrer à ce qui était, en fin de compte, son amour professionnel. C'était celui de s'occuper du patrimoine. Il a avoué déjà en 1984 à Pierre Laforêt dans l'Actualité: je gagne beaucoup plus que j'aurais pu recevoir en m'occupant de la compagnie, en achetant des nouvelles machines, etc., en investissant. Mais il voulait s'intéresser à autre chose qu'aux affaires, à créer quelque chose. Donc, quand il décède, c'est son épouse qui chausse ses souliers assez rapidement, même, je dirais, dans l'espace de 15 jours. Il y avait des événements qui se sont passés à ce moment-là, ce qui fait qu'elle a tout de suite pris la pôle et elle-même a conduit la Fondation jusqu'à son décès en 2014. Aujourd'hui, ce sont les membres du conseil d'administration de la Fondation qui assument la présidence à tour de rôle. Pour ceux qui le savent déjà, mais ceux qui ne le savent pas, la maison Forgette, qui est un monument classé sur la rue Sherbrooke-Ouest, dans le 1000 carrés dorés, loge la Fondation McDonald Stewart. Elle a été acquise en 1974, justement, par la Fondation. Donc, c'est une histoire qui est bien ancrée dans l'histoire de Montréal. Et par le biais du tabac, effectivement, on a pu profiter donc, de cet héritage. De cet héritage-là, oui. Si on revient un peu à David Stewart, c'était un homme qui avait des convictions, une philosophie bien particulière, qui est à la fois liée à son enfance, mais à différentes influences qu'il a eues au cours de sa vie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben oui, parce que quand on a commencé à fouiller dans sa correspondance et dans ses papiers personnels, on s'est aperçu qu'il avait couché sur papier, manuscrit, en français, en 1963, ce qui est encore plus surprenant pour beaucoup qui le connaissaient à cette époque-là. Ce qui pour lui est une philosophie. Il dit d'emblée, toute personne a sa propre philosophie, comme toute personne a son propre niveau de culture. La philosophie est la manière de voyager dans notre route au cours de notre vie. Et dans ce manuscrit, dans ce document-là, il nous livre quelles sont les 4 valeurs. Les 4 principes, ce qu'il appelle des principes, lui. Le premier étant Dieu ou la religion. Le deuxième, le travail. Le troisième, la patrie ou le patrimoine. Et la famille. Pour ce qui est du bon Dieu, il était anglican, M. Stewart.
Mais sa grand-mère maternelle était catholique, sa nounou était catholique. Donc, pour lui, il connaissait très bien les deux, mais la religion, le décorum, la musique religieuse, tout ça l'influençait beaucoup. Mais ce qu'il en retire, déjà en 1963, c'est que si on agit bien dans les yeux du bon Dieu, on agit bien pour soi-même selon nos mœurs chrétiennes et occidentales. Je pense que n'importe quel chrétien peut dire la même chose. Donc, il s'intéressait surtout à ça. Donc, il n'y avait pas de différence. Là. C'était pas un ultra d'un côté comme de l'autre. Ce qui lui importait, c'était de faire du bien. Faire du bien aux autres. Et de ce côté, il se dit, c'était peut-être inné, c'est peut-être dans mon caractère, ne pas faire de tort, ne pas blesser. Il y a toujours eu cette idée-là. Donc, il s'arrangeait toujours, même en affaires, pour essayer de trouver une façon, j'imagine qu'il a dû négocier avec les syndicats, une façon de ne pas faire de mal, d'accommoder tout le monde le plus possible. Il était, de ce côté-là, il ne porte pas rancune à personne. Il espère qu'il n'y en a personne qui en porte sur lui. Et quand il pense qu'il y a quelqu'un qui l'aime pas trop, ben il nous disait ça comme ça, je le mets dans mon zoo d'animaux. Moins cher. Donc, c'est un humaniste. C'est un homme très bon. Non. Mais j'imagine que ce que j'en comprends, c'est que sa relation avec son père n'était pas toujours facile. Lui était quand même très différent de lui. Effectivement, parce que son père était un homme qui a consacré sa vie totalement aux affaires du tabac, au point où, en 1939, il était en première année du bac à McGill. Et au retour de vacances d'été, son oncle, qui était gérant général de la compagnie de tabac, donc le frère de son père, se brise le dos. Donc, devient impotent, ne peut plus travailler. Alors, son père, Walter Stewart, dit à son fils, va à la manufacture et puis look around. Look around. Ben, il a fait ça, look around, jusqu'à temps qu'effectivement, presque son père décède. Ce qui le frustrait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'idées en tête, il y avait beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. Et c'est son intérêt pour le patrimoine qui l'a sauvé d'une certaine manière. Donc, c'est un homme patient, quand même. Pour avoir enduré comme ça et respectueux de l'autorité paternelle. Donc, mais ça le fait souffrir énormément parce qu'effectivement, il n'y avait pas de place pour lui. Pour qu'il puisse prendre une place qui lui appartienne vraiment. Dans les affaires. Puis, dans les affaires en particulier. Donc, c'est sûr que déjà, son intérêt pour l'histoire et le fait qu'il a mis en place certaines choses, c'était pour lui un bon. C'était une façon pour lui de pouvoir développer un petit peu plus ses intérêts et pouvoir arriver à créer quelque chose, à faire quelque chose qui vienne de lui. Donc, ça, c'est quand même 1953, c'est il crée la Société historique, puis 1955, c'est le musée. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est ça. Lui est né en 1920, puis à partir des années 50, il va vraiment s'intéresser plus au patrimoine. Il va vraiment faire des choses. Faire des choses parce qu'il a voyagé beaucoup dans le monde et c'est là que la famille devient importante parce que sa mère a joué un rôle important. Il a quand même fait, dans sa jeunesse, alors qu'il était dans la dizaine, jusqu'à 15-16 ans, il a fait au moins 13 voyages en Europe avec sa mère, ce qui lui a fait visiter
monuments et lieux importants de l'histoire européenne. Et ça l'a fasciné et ça lui permettait de mettre certaines choses en relation. Donc, il a développé un esprit curieux pour tout ce qui était les beautés de la nature, pour tout ce qui était les arts, pour tout ce qui était l'histoire, pour tout ce qui était le beau. Pour lui, tout ce qui était le beau, c'était quelque chose de valable. Donc, c'est avec ce bagage culturel, cette ouverture d'esprit, qu'il va mettre sur pied la Société historique du lac Saint-Louis en 1954 et le musée dans le Petit Blockhaus l'année suivante. Il dit lui-même dans ce fameux document, « C'était facile pour moi de faire ce que j'ai fait, ça vient de mon ventre. Pour une raison inconnue, je suis aussi francophile qu'anglophile, donc c'est la vérité qui sort de ma bouche. » Il nous écrit ça en français, là. N'oublions pas ça. Il croyait fermement aux valeurs de la famille. Il a vu qu'avec sa mère, la relation était excellente. Elle a eu un ascendant important sur lui, mais qu'avec son père, ça ne marchait pas trop. Oui, et ça, je pense que c'est dû au travail, au fait qu'il était toujours présent au travail, ce qui fait c'était ce qu'on a appelé par la suite, certains psychologues ont appelé ça, c'est le syndrome du père absent. Malgré son premier mariage et les 5 enfants qu'il a eus dans ce premier mariage, il finit par dire dans ce document, « Je suis devenu le monsieur de la maison par adresse. » Mais loin d'être le maître que j'aurais voulu être. Et par maître, c'est vraiment le père, un père présent auprès de ses enfants, ce qu'il n'a pas été. Cependant, sa rencontre avec Liliane Stewart et la complicité qu'il va développer avec elle pour tout ce qui est le beau, l'histoire, le patrimoine, va faire que ça va le réconforter jusqu'à sa mort. Donc, ça a été un baume pour lui. Oui, ça va le reconnecter. Oui. Donc, quand on pense aux Stewart, bien sûr, on pense à leur immense collection. Je me demandais, c'était quoi l'approche exactement qu'avait David Stewart à l'égard du collectionnement? David Stewart avait une approche assez particulière qui impressionnait beaucoup les visiteurs européens du musée Stewart à l'époque. Pour lui, les facteurs humains, ethnologiques, politiques, scientifiques, technologiques, culturels sont tous interreliés. Et un musée d'histoire devrait pouvoir présenter ça. Et tout ça, pour lui, passe par ce qu'il a appelé la valse de l'histoire, la valse du musée, là, donc la valse en 3 temps, qui se décline ainsi. Un objet d'époque, une iconographie d'époque et un texte d'époque. Je vous explique rapidement. L'objet d'époque, c'est peu importe l'objet, là, c'est un témoin tridimensionnel de ce qui était. L'iconographie d'époque, qui correspond à cet objet, est une illustration de la vie quotidienne, de l'utilisation de l'objet. C'est un témoignage visuel, une représentation de l'espace dans lequel l'objet est utilisé. C'est une carte géographique, c'est un plan, c'est un dessin technique, etc. Et le livre et le document d'époque, c'est un témoignage textuel de la vie de l'époque, qui présente des points de vue qui sont contemporains à cette époque-là, contextualisant les objets dans leur environnement à travers les iconographies. Ainsi rassemblé, le bel exemple qu'on peut donner, c'est un casque morion, une arquebuse à rouet, que l'on retrouve sur l'illustration de Champlain de son combat contre les Iroquois au lac Champlain et les voyages du sieur de Champlain, le texte qui nous explique ce qui est arrivé dans cette image-là. Pour lui, ça, là, c'était l'idéal. Et il construisait sa collection de cette façon. Et non seulement les collections, mais aussi les expositions.
Et c'est ce qui surprenait beaucoup les Européens qui, nos collègues européens qui disaient, vous avez des illustrations, vous avez des œuvres d'art, des objets, des livres exposés en même temps. Ouais, ben oui, parce que chacun se répond. Oui, c'est ça. Et se complète. Et se complète. Donc, alors ça, c'était quand même assez particulier dans sa manière de constituer les collections et quant à nous, dans la manière de les mettre en valeur. Oui, absolument. Donc, on voit ici, à travers les objets que vous nous avez présentés, là, un léger intérêt pour ce qui est de l'équipement militaire. On va y venir plus tard. Quelles sont les premières implications de David Stuart lorsqu'il il va fonder la Société historique du Lac-Saint-Louis, le musée Stuart dans les années 50? Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Qu'est-ce qui va être il va créer la Société historique du Lac-Saint-Louis. Oui. Parce qu'il s'aperçoit qu'à l'époque, à Montréal, la Société historique de Montréal existait déjà. Oui. Le musée du Château-Ramsay existait déjà. Il avait fait certaines propositions à ces deux organismes qui, n'avaient pas mordu à la perche qui n'avaient pas pris la perche qui leur était tendue. Alors, il s'est dit, je vais faire ma propre société, ma propre société historique. Et il a commencé à s'intéresser puis, bien sûr, il avait lu plusieurs ouvrages d'histoire. Puis là, il s'aperçoit qu'il y a des écoles de pensée. Puis pour lui, c'est bien, mais oui, c'est des chicanes d'historiens. C'est pas ça qu'il veut faire, lui. Il veut vraiment partir des documents d'époque, des objets de l'époque et pouvoir faire une démonstration. Donc, il a commencé à s'intéresser à une vision plus large de l'histoire et il a acheté quelques ouvrages de Canadiana. Bien entendu, les voyages du sieur de Champlain, pour lui, a été une révélation parce que, effectivement, c'est à la fois un récit de voyage, mais aussi, il y a des éléments d'ethnographie. Il nous présente les Amérindiens, il nous présente la flore, la faune. Donc, pour lui, ça suscitait beaucoup d'images, beaucoup d'objets, beaucoup de choses dans sa tête. Donc, c'est devenu un ouvrage clé. Et donc, en 1954, il crée, avec un groupe d'amis, la société. Pourquoi le Lac-Saint-Louis? Comme je disais, Montréal était déjà pris comme nom. Oui. Il avait une maison sur le bord du lac Saint-Louis. Il s'est dit, le lac Saint-Louis, si je m'assois sur mon balcon, puis je regarde le lac, puis que je reviens dans le temps, je vois passer tout le monde qui va vers l'intérieur du continent et qui revient du continent. Puis même encore aujourd'hui, c'est ça, avec la voie maritime, le lac Saint-Louis, Dorval, les avions. Alors, le lac Saint-Louis, c'est devenu le nom qu'il a adopté pour sa société historique. Et bien entendu, il y a dans le projet de la Société historique du lac Saint-Louis, il y avait la création d'une bibliothèque de livres rares, d'un musée d'histoire, de favoriser certaines recherches, des publications, etc. Mais il s'est consacré assez rapidement à constituer sa base, qui était la bibliothèque. Donc, il a acheté beaucoup de livres. Et puis, une journée, il tombe sur les Mémoires du chevalier de Johnstone. Ah oui, ça, c'est un explorateur un peu méconnu. Hein? Oui, le chevalier de Johnstone c'était l'aide de camp du général Montcalm. Oui. Lui-même écossais, défait par les Anglais à la bataille de Culloden, qui émigre en France, qui est militaire, qui s'engage dans l'armée française, qui vient au Canada avec Montcalm et qui amène avec lui sa bibliothèque de gentilhomme. Donc, il y avait toutes sortes d'ouvrages dans cette bibliothèque-là. Donc, une bibliothèque d'hommes éclairés, comme on disait à l'époque. Et ça aussi, ça l'a allumé pour ce qui était de la constitution de cette bibliothèque de livres rares. C'était de recréer ça. Donc, ces deux ouvrages, les Mémoires du chevalier de Johnstone et, en fin de compte, les Voyages de Champlain, ont été la base de son action, vraiment.
Donc, exploration et côté militaire, un peu entre les deux. Côté militaire, mais militaire ouvert. Ouvert, oui, Vraiment, sur le monde. Sur le monde. Un militaire qui est aussi un philosophe, qui est peut-être aussi un mathématicien, qui est peut-être aussi comme Bougainville, entre autres. Absolument. Donc, voilà, c'est ça. Donc... c'est là que vient un peu de la Société historique du Lac-Saint-Louis. Oui. C'est là que va prendre, je dirais, naissance le projet du musée Stuart. Ben oui, parce que ça faisait partie de ses buts. C'est ça, exactement. Donc, il avait déjà constitué quelques ouvrages qu'il avait mis dans sa bibliothèque. Et déjà, quand on pense que la Société historique du Lac-Saint-Louis date du mois de décembre 1954. Déjà, le 1er février 1955, il envoie une proposition au jeune maire Drapeau pour installer dans le blockhouse de l'île Sainte-Hélène un petit musée d'histoire ouvert pendant l'été. Et ce musée-là va être ouvert à ce moment-là. Ça, la lettre date du 1er février. Et le musée c'est accepté par le comité exécutif le 3 mai. Et le musée est à ce moment-là inauguré le 2 août 1955. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Maude Bouchard-Dupont. Je suis votre animatrice de la Société historique de Montréal. Et on est avec Guy de Vadeboncoeur, ancien directeur au musée Stuart, qui nous présente le legs de David et Liliane Stuart. Donc, le musée Stuart est fondé officiellement en 1955. Donc, quelles sont les grandes étapes qui vont suivre cette fondation-là? Donc, il y a des étapes qui sont de plusieurs ordres, qui sont à la fois géographiques, parce qu'il se déplace dans l'île, puis aussi au niveau de sa transformation. La première étape couvre les années 1955 à 1963. 1955, la première année, le petit musée est dans le blockhouse de l'île Sainte-Hélène. C'est quoi le blockhouse exactement? Le blockhouse, c'est un petit bâtiment qui a été construit en 1848 sur le Mont Boulet. Hélène Boulay, Champlain, sur le Mont Boulet. C'est un blockhouse en poivrière, donc à 2 étages qui fait que les coins du 2e étage, il y a possibilité de pouvoir jeter des choses sur la tête des assaillants, si jamais il y en a. Mais c'est des points d'observation. Ça fait partie des lignes de blockhouse qu'on retrouve après la guerre de 1812, que ce soit à Philipsburg ou du côté de la frontière en Ontario. Donc, premier été là, on fait environ 55 000 visiteurs. Oh, ça va bien. L'année suivante, la ville de Montréal propose d'occuper certains espaces dans le complexe militaire. Petite poudrière et cuisine des casernes. Donc, le musée s'installe là en 1956 déjà et va occuper ces espaces-là. Donc là, il y a plus de contributions des différentes unités militaires à Montréal qui fournissent des uniformes, etc. Puis la collection militaire aussi s'augmente, des armes, il y a des figurines aussi qui sont présentées, des différents personnages de l'histoire du Canada. En 1963, on va occuper une première partie de l'édifice principal de l'Arsenal. Un premier étage et ça va comme ça aller jusqu'en 1966 où effectivement on va occuper dans cet espace-là et on va y présenter une première exposition permanente chronologique. La configuration architecturale du bâtiment permettait un déplacement en ligne droite, continue, qui permettait de pouvoir jouer la ligne du temps.
Oui. Donc, en commençant par les périodes les plus anciennes, en remontant jusqu'à nos jours. Et les collections qui s'étaient agrandies permettaient de pouvoir présenter ça. Et déjà, début des années 60, on commence à accumuler certains objets maritimes en rapport avec le port de Montréal, des maquettes de paquebots, des choses comme ça, mais quand même pour présenter. Ce qui fait que déjà, on pense en 1964, compte tenu que le musée existe déjà depuis tout près d'une dizaine d'années, qu'on a une bibliothèque importante, qu'on avait mis sur pied les compagnies franches de la marine en 1963. Donc, on avait là des éléments qui faisaient que la Société historique du lac Saint-Louis ne pouvait pas gérer tous ces ensembles-là, et notamment ce qui allait devenir un musée. Donc, David Stewart a décidé de mettre sur pied une société indépendante de la Société historique du lac Saint-Louis pour la gestion de sa collection et du musée. Okay. Et c'est devenu la Société du Musée militaire et maritime de Montréal, qui est le premier nom de l'incorporation du Musée Stewart. Donc, ça date de 1964 et c'est à partir de ce moment-là que la Société du Musée militaire et maritime de Montréal, disons le Musée Stewart pour faire court, était le gestionnaire de la collection, en retirait l'usufruit, mais la collection était toujours la propriété de la Société historique. Donc, c'était une façon de mettre à l'abri la collection des opérations du musée, comme telle. Je vous ai parlé des compagnies franches de la marine. Oui, on les voit. Là, c'est un projet qui naît déjà en 1962. David Stewart avait été sollicité par l'armée canadienne pour l'aider à mettre sur pied une représentation d'une troupe du régime français pour un pageant militaire qui se déroulait à Seattle pendant une foire internationale. Donc, il choisit de mettre sur pied les troupes de la marine, en fin de compte, qui ont occupé la Nouvelle-France de 1683 à 1760. Donc, plus facile à retrouver. On choisit plutôt la période de 1750. Au niveau de la recherche archivistique pour une reconstitution, c'était beaucoup plus facile à faire pour les uniformes, la manœuvre, etc., que de faire la même chose avec le régiment de Carignan-Salière. Ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'on réussisse à trouver de quoi là, qui soit vraisemblable. 1965, il permet une autre troupe de s'ajouter à ce programme d'animation historique, et c'est le 78e Fraser Highlanders. Et pourquoi ce 78e-là, troupe qui a combattu contre les Français pendant la guerre de conquête? Ben, cette troupe-là, 400 soldats et officiers sont restés au Canada et ont occupé une partie du bas du fleuve, une partie de Charlevoix, et sont devenus aussi pure laine qu'on peut l'être, compte tenu du fait qu'ils sont là depuis 1760. Donc, on retrouve beaucoup de familles Fraser, par exemple, dans la région de Rivière-du-Loup qui s'appelait Fraserville. Ben, pour lui, c'était une façon aussi en remettant sur pied ce régiment écossais, de parler de cette vieille alliance France-Écosse qui était très, très chère à son cœur et pour laquelle on avait toujours un petit élément dans les galeries d'exposition du musée. Donc, donc, en 1967, l'île Sainte-Hélène est complètement clôturée. Entièrement. Les troupes, Compagnie franche et Fraser, participent à plusieurs événements, les cérémonies d'ouverture, les cérémonies de clôture. On les voit sur les photographies des archives. Les compagnies franches se rendaient à tous les jours, 2 fois par jour, à la ronde devant la Grande Hermine. Et la Grande Hermine, c'est un autre projet de David Stewart, ça.
avec Parc Canada. Alors, il était partout à cette époque. Et les Fraser, pareil, du côté du pavillon de l'Ontario, du Canada, on était présents, sauf qu'il est venu quasiment personne au musée Stuart. Oui, ça, c'est dommage quand même. Il est venu environ 5000 personnes. Ce qui fait que l'année suivante, on a transféré certains éléments du musée Stuart dans ce qui était le village canadien, en face de la Grande Hermine. Mais ça n'a pas marché. Et déjà, David Stuart avait averti tout le monde en 1965, si je ne m'abuse, qu'il y avait un danger d'être trop excité par Expo 67 et de croire que c'était une chance unique. Ouais. Personnellement, dit-il, je sais que nous soyons une partie d'Expo 67 ou pas, ça ne fera pas grande différence en 1968 et les années suivantes. C'est ça, c'est un gros événement, une année. Un gros événement, une année, puis il y a eu 51 millions de personnes qui sont venues autour de nous, puis il y en a eu 5 000 qui sont venus. Alors, c'est ça. Donc, en 1969, on s'est recentré du côté de l'île Sainte-Hélène. Et à partir de ce moment-là, bien, on a quand même développé plusieurs choses. Au début des années 70, on a mis sur pied un programme d'action éducative. Oui, c'est le premier à faire un programme d'animation. Ça se peut-tu? Programme d'action éducative qu'on avait mis sur pied. C'était une des missions que David Stuart nous avait données à mon collègue Bolton et à moi, qui étions les deux premiers employés professionnels, permanents du musée. Là. Les autres, oui, en 71, les autres qui s'occupaient du musée, ben, c'était des gens qui faisaient la navette entre la compagnie de tabac et le musée à proprement dit. Donc, c'est comme ça qu'on a été embauchés. Moi, sortant d'une formation en enseignement d'histoire, Bolton en administration, ce qui fait qu'on... Mais c'est la première mission. Amenez-moi des enfants d'école le plus possible. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait un programme scolaire et ce programme scolaire-là, ben, il s'est développé grâce à des contacts que j'avais avec l'UQAM et notamment avec le professeur Allard, que l'on a fini par mettre sur pied en 1980, si je ne m'abuse, le groupe de recherche en éducation au musée, qui a fini par développer un modèle d'utilisation du musée à des fins éducatives. Et là, on était vraiment en lien avec le scolaire. On a travaillé avec la commission scolaire de Montréal, côté anglophone, côté francophone. Et le musée Stuart était le laboratoire de recherche. Je ne sais pas combien de thèses de doctorat et de maîtrise qui ont été réalisées sur ce programme-là en particulier, qui a été subventionné. Et ce modèle-là est maintenant utilisé quasiment partout. Et on a pu prononcer des conférences à travers le monde. Oui, mais c'est un peu aussi le début de la professionnalisation dans les musées, Bien, cette période-là aussi. Effectivement aussi, parce que déjà, en 1974, c'est le ministère de la Culture met sur pied son programme d'aide au musée, d'aide au fonctionnement. Bon, le musée Stuart était un musée hors norme, dans le sens qu'on n'avait qu'une subvention symbolique qui était pas très, très élevée. Parce qu'ils se disaient, bien, vous avez la Fondation Stuart, vous autres, vous êtes riches. Là, vous êtes un musée privé aussi. Vous êtes un musée privé. Donc, quand même, c'était ça. Mais il y avait les musées privés aussi. Là, oui, il y a d'autres musées privés qui recevaient plus que nous, malgré tout. Mais quand même, on a participé parmi les premiers musées privés au Québec au répertoire d'information sur le patrimoine du ministère du patrimoine. Canadien, qui est en fin de compte la base de données des collections des musées. Et ça, c'est un premier programme à l'échelle mondiale d'une base de données nationale. Oui. Alors, on y a contribué. On a contribué à mettre sur pied aussi certains éléments de cette base de données. La bibliothèque aussi prend son envol à ce moment-là, au point où en 1969, on inaugure dans l'espace de l'Arsenal la bibliothèque David M. Stuart,
où on peut recevoir de manière un peu plus professionnelle les chercheurs. Et tout ça, ben, c'était dans le but qui était toujours celui de David Stewart. Il avoue à Cécile Brosseau en 1979 déjà que tout ce qu'il a pu acquérir depuis les 25 dernières années, c'était dans le but de le partager avec mes concitoyens et de les amener à s'intéresser à la vie quotidienne. Tous les achats qu'il faisait comme collectionneur, c'était la Société historique qui achetait, c'était pas lui. Okay. Lui, ça ne l'intéressait pas d'acheter des collections pour mettre dans son sol puis les admirer. Non, il voulait les partager. C'était vraiment sa mission, là, de C'était partage. sa mission. Donc, dans cet esprit-là, je pense qu'il a été vraiment exceptionnel. Donc, la bibliothèque, juste pour vous donner quelques chiffres de ce que ça représente, 1200 titres qui couvrent la période de l'invention de l'imprimerie en 1760. Environ 6500 titres de livres de référence, 200 titres de Canadiana, donc 1764 à 1867, au-delà de 1000 gravures et estampes, 500 documents d'archives imprimés, manuscrits, signatures célèbres, 600 cartes géographiques qui vont du 15e au 18e siècle. Oui, les cartes, c'est... Et tout ça, c'est devenu un outil essentiel pour la diffusion au musée. Absolument, puis ça amène son rayonnement à l'international. Absolument, exactement. Et ça nous amène là, effectivement. Et c'est à partir de ce moment-là, là, au tournant des années 80, qu'il participe avec ses collections de cartes et autrement, à des expositions en France. Donc en prêtant, que ce soit une exposition au château de Saint-Germain-en-Laye qui s'appelait Frontenac et le Canada de Louis XIV, ou à l'exposition inaugurale du Musée du Nouveau Monde à La Rochelle, ou à Paris, aux Archives nationales, Naissance de la Louisiane. Il met à contribution ses collections dans ces expositions-là et ça lui fait dire « Our collection is of importance that looks great in Paris. » On sent une fierté là, et un petit peu moins de gêne de pouvoir mettre en valeur encore plus ses collections. Cependant, il n'aura pas le temps de voir ce qui a pu advenir de sa collection, car il décède le 27 avril 1984. Donc, à peine, même pas un mois avant l'inauguration du manoir de Jacques Cartier à Saint-Malo et de la première exposition présentée dans le cadre du 450e de Jacques Cartier à Saint-Malo, la découverte du Nouveau Monde, qui est faite avec 64 de ses cartes de sa collection, de la collection Stewart. Donc, il décède, le musée reste quand même bien en vie après. Ah, ben oui. Parce que Liliane s'en occupe. Parce que Liliane Stewart prend tout de suite la présidence du musée, la présidence de la fondation, et poursuit exactement. Donc, elle a chaussé les souliers de David Stewart assez rapidement pour vous dire qu'effectivement, il décède le 27 avril 1984 et on inaugure le musée à Saint-Malo et l'exposition le 18 mai 1984. Wow. Donc, on est dans ce... Et c'est quand même assez particulier. Et elle avait inauguré la place du Canada et du centre à Roté-Neuf avec la statue de Jacques Cartier, celle qu'on retrouve sur le pont. Donc, la troisième coulée de cette statue-là est toujours sur cette place-là. Et elle l'inaugure 15 jours avant sa mort. Il était hospitalisé à ce moment-là. Donc, il y a là quelque chose assez... Oui, elle va prendre sa place. Donc, l'élan qu'elle donne, bien sûr, c'est la poursuite de la collection. Bien sûr qu'on va s'orienter beaucoup plus vers des collections de beaux-arts, d'art décoratif, de scientifiques, technologiques. Bien sûr, les collections d'armes, on nous les donne. Oui, parce que... on nous les donne de plus en plus. Je pense à la collection de la Ville de Montréal en particulier. Ah oui.
Et la collection CIL qu'on abritait depuis 1974 va nous être donnée dans cette période-là, qui va de 1985 à 2008. Mais cependant, elle va favoriser l'expansion internationale de ces collections-là par le biais d'expositions auxquelles on participe et certaines que l'on organise dans le cadre du musée, que ce soit Madame de Pompadour et la Floraison des Arts, Planète Portions et Parchemins avec la Bibliothèque publique juive de Montréal, où on fait venir des choses d'un peu partout en Europe et notamment les manuscrits de la Mer Morte. Ont été exposés au musée Stewart à ce moment-là, bien entendu, entre autres. Montréal, une histoire à suivre qui était... Nous faisions la première partie dans laquelle on avait réussi à emprunter le testament de Jacques Cartier où il nous stipule qu'il est le propriétaire de la maison à Roténeuf. Au temps des ballons, avec le musée de l'air et de l'espace sur l'aéronautique. Bien entendu, Napoléon à l'île Sainte-Hélène, qui a été le grand succès. Fait que ça, c'est plein de petites expositions, grandes expositions temporaires. Et même certaines expositions que l'on a pu envoyer en itinérance. Envoyer en itinérance aussi. Donc, c'est quand même un beau succès que l'on a pu réaliser au cours de toutes ces années. Oui. Puis, bien sûr, la restauration très importante. Oui, en 2008, il y a des crédits qui sont accordés à la Société du Parc Jacques Cartier pour la conservation du patrimoine. Et on s'est entendu avec eux que plutôt de mettre quelques miettes un peu partout, qu'il fallait prioriser l'arsenal, entre autres, et pour répondre aux besoins du musée. Alors, c'est ce qui s'est passé. Il y a une somme d'environ 7 millions de dollars qui, à la fois provenant de l'entente ministère de la Culture-Ville et de la ville elle-même, qui ont permis une refonte complète, une remise aux normes complète du bâtiment, système électromécanique, protection incendie, réaménagement des circulations à l'intérieur, ce qui fait que, effectivement, ce bâtiment-là répond maintenant à des besoins muséaux. Oui. L'accès universel aussi, qu'il ne faut pas oublier. Donc, on a fermé le musée à l'automne de 2008 avant de l'ouvrir en 2011. Oui, je m'en souviens. Cette absence-là a fait qu'effectivement, on est tombé dans l'oubli. Ça, c'est pas facile à surprendre, malgré qu'on avait quand même entretenu le programme d'animation militaire qu'on envoyait dans le Vieux. Oui. Dans le Vieux-Montréal à cette époque-là. Donc, ils allaient faire de l'animation dans le Vieux-Montréal, mais c'est quelque chose qui, en fin de compte, a fait qu'on a pu survivre d'une certaine manière, puis être présent au moins dans les yeux des Montréalais. Oui. Puis... Donc, en fin de compte, ce qu'on a fait au cours de ces années-là, ça a été la poursuite de deux objectifs que David Stewart avait, c'est-à-dire la valeur éducative de notre action. Absolument. Et l'excellence dans nos présentations, dans la constitution des collections, dans leur mise en valeur, etc. Donc, ça a été toujours été présent à la fois en matière de recherche, de publication, d'exposition, programmation publique et d'activité. Et ça, ces valeurs ont été incluses dans ce qui va devenir la fusion avec le musée McCord en 2013. Ça, c'était quelque chose, quand même, un projet qui faisait longtemps quand même qu'on y pensait. Oui, parce que beaucoup de... Écoutez, moi, ma première semaine comme professionnel de musée, je l'ai passée au musée McCord. Oh. Pour voir comment est-ce que ça se passait dans un musée de cet ordre-là. Ce qui fait que... il y avait quand même une certaine affinité entre le musée McCord. Les parents de David Stewart sont des bienfaiteurs du musée McCord. Okay. Donc, il y avait là bien sûr, un sentiment de filiation là, qui était quand même assez fort. Mais quand même, on a examiné des projets communs, d'amalgame, qui pouvaient, déjà dans les années 80,
Ça s'est poursuivi par la suite. Même dans les années 2000, on pensait à faire certaines choses pour donner un peu plus de valeur à certaines installations dans le Vieux-Port, entre autres. Oui. Et tout ça a fait que ça n'a pas débouché jusqu'au moment où, effectivement, à partir de 2011, le musée étant fermé, la situation étant quand même ce qu'elle était, c'est devenu de plus en plus sérieux. Oui. Et en fin de compte, ce qui est devenu l'élément décideur majeur, c'est que il était temps que Montréal soit doté d'un grand musée d'histoire. Oui, absolument. À partir de collections exceptionnelles. Et à la fois le musée Stewart et le musée McCord ont des collections exceptionnelles qui sont complémentaires. Et cette complémentarité-là fait que on a pu finalement s'entendre sur un principe. Il fallait que ces collections-là soient rassemblées sous un même toit à Montréal pour une présentation, parce qu'aucun des deux édifices actuels de ces deux musées-là ne pouvait recevoir la collection de l'autre. Non, c'est ça. Donc, il y a eu plusieurs avenues qui ont été étudiées et finalement, le projet maintenant est celui de l'agrandissement de l'espace McCord pour pouvoir y placer les deux collections et les mettre en valeur. Absolument. Et c'est ce qui était à la base et c'est ce qui est vraiment l'élément décisif qui a fait que cette fusion, parce que c'est une fusion, a pu être réalisée en 2013. Mais comme les deux institutions ne pouvaient pas recevoir l'autre ça se fait pas, dans ces espaces, il a été décidé que les deux continueraient à opérer à partir de leur lieu, avec leur nom respectif, mais au niveau de l'organisation, de l'administration, tout ça a été amalgamé. Donc, comment vous avez accueilli la nouvelle de la fermeture du musée Stewart en février? C'est à la fois, ça a été à la fois une surprise comme pas. Dans le sens comme pour avoir été partie prenante de toutes ces discussions-là, effectivement, c'était quelque chose qui devait arriver. Oui. Mais arriver si tôt et si loin d'une réalisation dans l'espace, dans le concret, parce qu'effectivement, le projet du musée McCord Stewart n'est pas encore arrêté là, de manière définitive avec tout le montage financier qu'il faut, etc. Bien, c'est sûr que ça a été décevant, mais bien entendu, je dis, on a toujours dit que le site lui-même était une façon de décourager le visiteur, venir dans l'île, le déplacement. Je dirais, moi, jusqu'à un certain point, dans les dernières années où j'ai été là, la relation avec la Société du Parc, qui était beaucoup plus préoccupée par l'organisation d'événements ponctuels, faisait que nous étions, en permanence, là. Et je considère qu'on ne nous considérait pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû être. Il y avait le problème du parking, il y avait le problème, la circulation dans l'île, la signalisation, etc. Ce sont toutes des choses qui sont devenues, puis le fait d'avoir été fermé aussi. Oui, des problèmes structurels. Pendant au moins presque 2 ans et demi. Là. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui a été difficile à reprendre en main. Et effectivement, la conjoncture de la fermeture à la pandémie. À la pandémie, fait qu'effectivement, il fallait faire un sacrifice et c'est ce qui s'est passé. Là. Mais ultimement, ça serait passé. Éventuellement, oui, parce qu'effectivement, c'était déjà dans les discussions, même dans les discussions avec la Société du Parc, que effectivement le musée Stewart quitterait cet espace-là qui
qui est un espace qui est la propriété de la ville, Mhm. géré par la Société du Parc, Jean Drapeau. Donc, nous étions locataires, là. Oui, Donc, absolument. effectivement, ça ne nous appartenait pas. Donc, Mm, 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 malgré qu'on avait un bail, on n'aurait pas pu être évincé comme ça mm. Non. facilement, mais n'empêche que tout le monde savait qu'éventuellement, on quitterait pour aller ailleurs. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'héritage légué par David et Lillian Stewart? Je pense que le legs de David et Lillian Stewart en matière de patrimoine est immense, non seulement à Montréal, Mhm. mais aussi ailleurs, et malheureusement mal connu. Bien entendu, les héritiers de leur travail ont le devoir de le faire connaître, ce qui a été le mien, mais surtout de le pérenniser à travers les institutions encore en place. En premier lieu, la Fondation Stewart a garanti cette mission. D'autres organismes affiliés œuvrent aussi à la hauteur de leurs moyens à ce travail de mémoire par des actions concrètes. C'est le cas de la Société historique du lac Saint-Louis, Mhm. du Musée McCord Stewart, du programme Lillian et David Stewart pour le design et des anciennes troupes militaires de Montréal. Mhm. Enfin, d'avoir remis entre les mains de la ville de Saint-Malo l'avenir du musée Jacques-Cartier en son manoir de Limoilou, s'inscrit dans cette démarche de pérennisation de l'œuvre de David et Lillian Stewart. En somme, ce qui a présidé à l'œuvre sociale et culturelle de David Stewart et à sa suite de Lillian Stewart sont l'altruisme, la générosité conséquente. Je me considère privilégié d'avoir pu être un témoin de leur travail au cours du demi-siècle pendant lequel j'ai été appelé à travailler à leur côté Mhm. et, pour ainsi dire, de pouvoir vous en témoigner ce soir. Mais je vous remercie infiniment, Guy de Vadeboncoeur, pour avoir pris le temps de revoir avec nous le précieux héritage de David et Lillian Stewart. Je rappelle Guy de Vadeboncoeur qui a œuvré au Musée Stewart entre 1971 et 2013.